On va commencer par énumérer, si vous voulez, vos défauts, si vous en avez, bien sûr. Oui. Et quels sont ce que vous estimez être vos qualités? Oui, mais vous savez, il y a un biais dans ce genre de truc. Vous parlez de sincérité. C'est une sincérité à tiroir. Je peux vous avancer ce que je crois être mes défauts pour que vous disiez, oh, et je vais cacher les vrais défauts. Alors donc, je dirais, humainement, vous ne pouvez pas me demander ça. Humainement, voilà. Non, mais humainement, vous ne pouvez pas me demander ça. Je veux dire que vous ne pouvez pas me demander Non, vous n'allez pas étaler quand même. Non. Parce que ce serait... alors, je vais vous demander d'être ou aussi humain avec moi. Dites-vous bien qu'effectivement, comme tous les êtres humains, j'ai plein de défauts. Il m'arrive d'être colérique, il m'arrive d'être impatient, il m'arrive parfois d'être brutal avec les gens, il m'arrive d'être comme ça, de paraître méprisant. Je ne le suis pas. J'ai jamais mépris. S'il y a quelque chose que je n'éprouve pas, c'est le mépris et la haine. Ce sont des choses qui n'existent pas dans mon psychisme, et ça à cause de cette école de Gandhi, etc. Je ne méprise personne et je ne hais personne. Voilà, ça c'est des choses. Et puis ensuite ma fonction médicale qui m'a appris la commisération. On ne devient pas médecin par hasard, on devient médecin parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc j'ai des défauts. Maintenant mes qualités, je crois que ma qualité principale, c'est la constance. Je suis constant dans mes convictions, je suis constant dans... je suis droit dans mes bottes, je ne trahis pas mes convictions, je ne trahis pas mes amis, et j'avance avec une détermination qui a toujours un peu beaucoup gêné mes ennemis. Il y a un proverbe japonais, on va revenir au Japon, qui m'avait beaucoup... qui dit « 7 fois la tête au-dessous de l'eau, 8 fois au-dessus ». C'est ça, ma principale qualité, 7 fois au-dessous de l'eau, 8 fois au-dessus. Jamais abandonné, jamais abandonné, jamais abandonné. Mais, certains, Monsieur le Président, vous reprochent justement cette qualité, sur le plan politique, je parle. Même si cette entrevue n'est pas politique du tout, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent définir la politique comme un lieu où tout est permis, en disant qu'il n'y a pas de morale politique, il ne faut pas mélanger politique et morale. Or, à mon avis personnel, la révolution a réintroduit la morale dans la politique. Je pense que toute révolution digne de ce nom doit introduire la morale dans la politique. Je ne sais pas, qu'est-ce que... En fait, là aussi, il n'y a pas la politique, il y a les politiques. Il y a, grosso modo, depuis que le monde existe, deux façons de faire de la politique. Il y a deux écoles. Hein. Moi, ce que j'appelle l'école Ben Ali, si on peut donner à cet individu l'honneur d'être à la tête d'une école, et l'école Mandela. Ce sont deux écoles différentes. Effectivement, faire de la politique de la façon à la Ben Ali, c'est ça, c'est mentir, c'est trahir, c'est promettre, c'est corrompre, etc. Ça, c'est une façon de faire de la politique. Mais Mandela a été un grand homme, et il a fait de la politique tout à fait différemment. Donc il y a eu de tout temps, et ça ne date pas d'aujourd'hui, de tout temps, il y a eu des hommes qui ont fait de la politique différemment. Et c'est à vous de choisir quelle est votre façon de faire de la politique. Et moi, ma façon de faire de la politique, c'est de dire que la politique, d'abord, c'est pas l'art de prendre le pouvoir et de le garder. Pas ça. Pour moi, la politique, c'est l'art de régler les problèmes sociaux de telle façon qu'on diminue au maximum les violences et les tensions. C'est ça la politique. Donc l'homme politique, il est là pour diminuer les tensions, pour régler les problèmes sociaux, afin qu'elles ne dégénèrent pas dans la guerre. La fameuse phrase de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, pour moi, elle est totalement fausse. Et quel hasard, Monsieur le Président, parce que je l'enseigne cette année à l'IPEST. Pour moi, elle est fausse. Puisque leur thème, c'est la guerre. Bon, pour moi, elle est fausse. Alors, vous me serez d'une très grande utilité en m'expliquant pourquoi elle est fausse. Elle est fausse parce que pour moi, la guerre, c'est l'échec de la politique. C'est-à-dire, quand la politique échoue, vous avez la guerre. Et la guerre ne cesse que quand la politique reprend ses droits. Donc, justement, parce que la fonction de la politique, c'est de diminuer les tensions dans une société afin qu'elle ne bascule pas dans la guerre. Donc là, quand elle échoue, hop, vous avez la guerre. Donc la guerre n'est pas la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre, c'est l'échec de la politique. Le rôle, encore une fois, mon rôle actuellement dans cette société, et ces 3 dernières années, ça a été de baisser le niveau des tensions par la négociation permanente.
Et c'est ce que je compte faire si je suis réélu. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un pays que, justement, ces tensions qui montent, et puis ensuite qui explosent. Vous avez à ce moment-là l'instabilité. Et quand vous avez l'instabilité, vous pouvez dire adieu au développement économique, vous pouvez dire à la culture, vous pouvez dire, etc. Tout. C'est ça la fonction. Et alors que dans l'autre école de Ben Ali, c'est se maintenir au pouvoir, quitte à ce que le pays soit mis à feu à sang. C'est la politique de Bachar al-Assad. Pour eux, c'est ça la politique. C'est rester au pouvoir à n'importe quel prix, y compris au prix de la guerre. Donc vous avez deux écoles différentes. Et vous me dites l'introduction de la morale, etc. Non. À quelle école vous appartenez? Et quand vous êtes dans cette école, il faut y rester. Vous ne pouvez pas passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, moi, j'ai observé autour de moi tous ceux qui se sont amusés à passer à jouer, etc. Ils n'ont rien fait de leur vie, je dirais, de leur vie, de leur engagement. Bien. Monsieur le Président, j'ai une curiosité. Oui. À propos de... Disons que je n'aimerais pas que ce soit trop politique, oui, mais plutôt un éclairage assez philosophique. J'aimerais que ce soit plutôt un éclairage philosophique. Oui. Sur la gauche arabe. Je m'inquiète un peu de son devenir. Et je ne sais pas si elle est réellement une gauche aujourd'hui. Parce que quand je vois que certains discours qui ne stigmatisent pas les putschs militaires, qui ne stigmatisent pas le totalitarisme, qui, disons même, encouragent certaines tendances fascisantes dans le monde arabe, et qui viennent de cette gauche-là, est-ce qu'elle est encore une gauche pour vous? Écoutez, comment peut-on, selon les schémas classiques, je dirais, dans quelle catégorie peut-on ranger ces forces qui se disent démocrates, progressistes et modernistes aussi? C'est curieux que vous me posiez cette question, parce que j'étais en train justement d'écrire là-dessus. Moi, j'ai fait partie du peuple de gauche dans les années 70. Je vous ai dit que je suis allé en Chine en 75 dans un groupe de jeunes maoïstes. Je n'étais pas maoïste, mais affilié. Et donc, j'ai accompagné un peu toute l'histoire de la gauche. J'ai connu Ahmed Ben Othman, qui était un ami personnel, Nourdine Ben Khadr. J'ai connu toute cette gauche. Bien sûr, j'ai Ben Nafage, Perspective, etc. Donc, et je suis sorti de ce peuple de gauche. Je suis sorti dans les années 80. Pourquoi? Parce que j'ai observé, je dirais, un processus qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que d'une gauche centrée sur la question sociale, elle est devenue une gauche centrée sur la question idéologique. Donc j'ai vu disparaître littéralement la question sociale des préoccupations de la gauche pour que ça se focalise, pour qu'il y ait une obsession sur la question idéologique. Et j'ai vu, disparaître l'ennemi réel qui est l'exploitation, donc avec tout ce que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, pour se transférer sur l'autre qui est la haine de l'islamisme, alors que s'ils avaient une analyse correcte, philosophique, on aurait bien vu que l'islamisme est un avatar de l'exploitation. Ce n'est pas la seule explication, c'est plus complexe que ça. Mais probablement, pour moi, c'est l'exploitation, la misère, etc., la question sociale, donc ce que j'appelle la question sociale, qui était à l'origine de l'apparition de ce phénomène islamisme. Alors, on a totalement occulté la question sociale, et la gauche s'est transférée sur la question idéologique. Alors ça a donné dans les années 90 des hommes de gauche devenant les policiers. La police politique a été fondamentalement par des hommes de gauche. Et beaucoup d'horreurs qui ont été pratiquées contre les islamistes ont été par la gauche. Puis j'ai vu progressivement des hommes de gauche appuyer la dictature sous prétexte que l'ennemi c'est l'islamisme. Et la question sociale a été complètement évacuée. Et aujourd'hui, je vois le même phénomène, je veux dire, une certaine gauche aujourd'hui devenir quasiment le fer de lance du capitalisme, pas du capitalisme, de l'argent sale, du capitalisme corrompu. Ça, moi, je trouve que c'est une dégénérescence de la gauche. Et aujourd'hui, j'appelle de tous mes voeux, mais alors de tous mes voeux, une gauche sociale. C'est-à-dire qui laisse tomber cette histoire idéologique qui est totalement secondaire et qui revienne... Qui est anachronique, à mon sens. Et qui revienne aux fondamentaux de l'esprit de la gauche, c'est-à-dire la question sociale. Et dans ce sens-là, je suis, moi, un homme de gauche. Je suis peut-être le vrai homme de gauche. Parce que jamais la question sociale ne m'a abandonné.
D'abord, quand j'ai fait de la médecine, j'ai fait de la santé communautaire. J'ai travaillé donc dans les villages ici au Sahel, de Qala Kbira, Qala Asghira, pour mettre en place les structures de la promotion de la santé pour les. Et quand je suis entré au palais de Carthage, ce que les gens ne savent pas, ma première priorité, c'est la lutte contre la pauvreté. J'ai raclé les fonds de tiroir de la présidence pour mettre en place un programme qui a donné quand même pratiquement 5300 petits boulots à des jeunes. Et je suis en train de travailler sur un grand programme de lutte contre la pauvreté pour lequel je cherche désespérément 100 millions de dollars. Et peut-être que je les aurai pour lancer donc un grand programme de lutte contre la pauvreté. Et j'ai envoyé mes conseillers au Brésil parce que je suis fasciné par l'expérience de Lula, de la lutte contre la pauvreté. Et pour moi, les 5 prochaines années, ce pays doit avoir un programme de lutte contre la pauvreté qui sort 2 millions de Tunisiens de la pauvreté. Donc la question sociale, c'est ça qui fonde un homme de gauche ou une femme de gauche. Ce n'est pas la question idéologique. Qui devrait rassembler toutes ces qui devrait rassembler. Et tous ceux qui ont justement glissé progressivement de la question sociale à la question idéologique, à mon avis, ont perdu leur âme. Et ils se sont empêtrés justement dans un discours qui n'a ni tête ni queue maintenant. Je disais complètement anachronique par rapport. Totalement. Vous avez parlé de gauche, mais pourtant, beaucoup d'islamistes se reconnaissent en vous, des nationalistes arabes aussi. Vous sentez-vous une sorte de synthèse ou de confluent de ces grands courants de la pensée? Moi, je suis à l'écoute de ce pays que je connais. Je vous dis, je n'ai pas d'histoire personnelle. Mon histoire personnelle, c'est l'histoire de ce pays. Et la question que je me pose toujours, mais de quoi les Tunisiens, que veulent les Tunisiens, de quoi ils ont besoin? Et c'est ça ma question. Bon, leurs besoins, c'est clair, ils ont besoin de justice sociale, donc la question sociale. Ils ont besoin de liberté, donc la question démocratique. Ils ont besoin de se réconcilier avec le monde extérieur, donc cette fameuse hadatha. Mais hadatha, dans le sens de vraie terre, c'est-à-dire l'ouverture vers l'Europe, l'ouverture vers l'Occident, l'ouverture vers la culture. C'est ça la modernité, vers l'Afrique, etc. Ensuite, la question de l'hawiya. Les gens veulent être eux-mêmes. Simplement, ils veulent être arabes et musulmans. Parce que chaque pays a besoin. Donc moi, quand je me dis, voilà de quoi le pays a besoin, je me dis, mais il faut que je me batte pour le rassurer sur son identité arabo-musulmane. Je dois rassurer sur le fait qu'il est ouvert largement au monde. Je dois le rassurer sur la question sociale en disant, nous allons avoir un programme de justice sociale. Et je dois le rassurer sur le fait que plus jamais on lui confisque ses libertés. Alors vous me dites synthèse. Oui, c'est une synthèse parce que je suis tout simplement à l'écoute et que je fonctionne en dehors de tout esprit idéologique. Moi, je suis quelqu'un qui se méfie énormément de ses propres idées. C'est-à-dire que je me dis, je peux me tromper, je peux réfléchir mal, je peux être intoxiqué par mes propres convictions, etc. Il faut que je fasse très attention. Donc je suis toujours en état de... Et je suis absolument fasciné de voir les autres s'empêtrer dans un cadre idéologique, d'en devenir les prisonniers et de ne pas pouvoir douter un seul instant d'eux-mêmes et de leurs propres idées. Moi, je me suis fait cette phrase qui, je me dis, les idées, c'est comme le linge de corps. Ça se salit, ça vieillit, il faut en changer tout le temps. Les valeurs, c'est comme la peau. On ne peut pas se passer de sa peau. Donc moi, je tiens à mes valeurs comme je tiens à ma peau, mais mes idées, je les change comme je change mon linge de corps. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien, fort intéressant, exquis, je dois dire, qui nous a révélé toutes les facettes de l'homme. Enfin, on a découvert, on est venu pour découvrir justement beaucoup moins l'homme politique et beaucoup plus l'homme. Je vous cède la parole. Nous sommes à la veille du second tour, d'une campagne électorale qui va être certainement aussi éprouvante, mais forcément exaltante, je suppose. Et je voudrais que vous adressiez un mot aux jeunes. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Merci, Monsieur le Président. Au revoir, merci.